Donc, Philippe a parlé tout à l'heure de l'oméga index, qui est la façon de regarder le statut oméga 3 dans le sang, dans des populations. Et alors, il y a des données un peu partout dans le monde, mais on manque un peu de données au niveau local, hein. Pas beaucoup de données en France. Et l'étude qu'on a conduite avec le laboratoire Biotrial dans le cadre d'un mécénat de compétences avec l'université, elle répondait à quelques questions de recherche. La première, c'est quel est le statut en oméga 3 dans une population représentative de l'île-et-Vilaine? Vous vous rappelez tout à l'heure qu'il y avait des zones à risque et puis des zones plutôt protectrices par rapport à ce critère-là. Et puis d'autres questions ancillaires. Comment est-ce que ça se répartit selon l'âge, le sexe? Philippe a dit que les femmes faisaient tout mieux que les hommes. On va voir si c'est vrai pour les oméga 3. Les liens entre les oméga 3, ce qu'on trouve dans le sang, et puis des paramètres de comportement alimentaire, d'activité physique, d'addiction, etc. Et puis on a parlé d'inflammation et d'oxydation. On a mesuré aussi des capacités de résistance à l'oxydation qu'on a corrélées avec les taux d'oméga 3 dans le sang. Donc c'était très intéressant. Euh, pour rappel de l'importance de ce critère-là, j'aime bien cette courbe. Ça, c'est une publication relativement récente de l'étude de Framingham. Framingham, c'est la mecque de l'épidémiologie nutritionnelle. C'est là que les facteurs de risque, type, c'est une petite ville dans la banlieue de Boston aux États-Unis, et c'est là que les facteurs de risque, type cholestérol, hypertension, tabagie, etc., ont été mis en évidence quand les Américains se demandaient pourquoi est-ce que les gens faisaient des infarctus dans les années 50. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'étude continue. Ça a commencé en 1948, ça continue, donc c'est plus la population de l'époque, c'est les petits-enfants maintenant. Et cette cohorte-là, donc il y avait 2500 personnes qui ont été suivies pendant 11 ans, et ils cherchaient à voir qu'est-ce qu'on pouvait mesurer ou connaître en matière de prédicteurs du risque de mortalité. Donc les gens avaient 65 ans et plus, on les a suivis pendant 11 ans, et on a regardé quel prédicteur de l'espérance de vie. Donc il y a l'âge, évidemment, le premier prédicteur de la mortalité, c'est l'âge. Plus tu es vieux, plus tu as de chances de mourir vite. Mais il y a autre chose. Et le facteur, il y a plein de facteurs, oui, ils sont indiqués là. Il y a le fait de fumer, le fait d'avoir du diabète, etc., etc. Mais ce qui sort extrêmement fort, c'est cet oméga index. Oui, l'oméga index, c'est équivalent au fait de fumer. Donc, si vous voyez la courbe du haut, c'est des gens qui fument pas et qui ont un oméga index élevé. Ceux-là, ils vivent longtemps. Ceux qui fument et qui ont un oméga index bas, et à moitié est mort au bout de 11 ans. Et entre les deux, on voit que les risques sont équivalents. Je mets juste ça parce que je trouve que c'est pédagogique de voir à quel point les résultats qu'on va produire maintenant peuvent être intéressants et impliquants. Donc, on a recruté 100 personnes représentatives du département sur le plan CSP, etc., moitié d'hommes, moitié de femmes, et on a stratifié selon l'âge, le sexe, etc. Donc, ça s'est passé comme ça. Il y avait une seule visite. Donc, les gens sont venus à la clinique de Biotrial. On leur a fait une prise de sang et on les a soumis à des questions. On leur a proposé de répondre à des questionnaires normés, qui sont des questionnaires, vous allez voir. Alors, pour les analyses, on a analysé tout ce qu'on pouvait analyser, en gros, c'est-à-dire la CRP, les taux de vitamines, le bilan lipidique, la glycémie, etc. Et on a fait des profils d'acide gras. Je dis on, sinon pas moi, hein, mais là, c'était des laboratoires, soit le CHU, soit les laboratoires de biochimie. On fait des analyses des acides gras du sang, soit dans les globules rouges, comme l'a expliqué Philippe, qui sont des marqueurs de l'alimentation à long terme, soit dans le sang total, ce qui est plus facile, ce qui ouvrirait la voie des prélèvements, des analyses plus faciles. Et on a mesuré aussi là, la capacité antioxydante du sang avec des tests que je vais vous présenter. Et parallèlement, les gens ont répondu à des questionnaires qui sont Clinicap, un questionnaire mis au point par Roland Thibault et son équipe au sein du CHU sur les consommations alimentaires et les éventuels troubles du comportement alimentaire. Un questionnaire normé qui s'appelle le SCOF, relatif aux troubles du comportement alimentaire. HAD, Hospital Anxiety and Depression, une échelle d'anxiété et de dépression. SF36, un questionnaire normé de qualité de vie. Et Richie Gagnon, un questionnaire d'activité physique. Donc c'est pas mal. Alors, premier résultat de l'étude, le critère de jugement principal, quel est l'oméga index, quel est ce taux d'oméga 3 EPA plus DHA dans les globules rouges dans le département. La valeur de la population, elle est de 5,65. Vous voyez qu'il y en a un qui se balade là-haut, qui a 11. Ça doit être un Japonais qui habite en Ille-et-Vilaine, je ne sais pas. Mais que sinon, c'est assez centré autour de la moyenne de 5,6.
Ça va quand même de 2,8 pour le plus bas. Même si j'enlève le 10,9 là, qui est très élevé, on est, on est centré autour de 5,5. Alors, pour donner un élément de comparaison, ça c'est une méta-analyse qui est parue il y a quelques années, qui reprenait toutes les études avec des mesures d'oméga index dans la population mondiale, pays par pays. Donc vous voyez, c'est comme dans l'étude de Framingham, le quintile haut, celui où les gens vivaient longtemps et qui semblait protecteur, l'oméga index était à 7, quelque chose. Là où les gens avaient une mortalité très forte, c'est quand on est inférieur à 4. Vous voyez, en rouge, c'est les pays où c'est inférieur à 4. Bon, c'est les pays du maïs et du soja, en gros, ou des excès, on va dire, d'oméga 6. Le Brésil, les États-Unis, le Canada, et quelques autres pays du Moyen-Orient, etc. Orange, on est un peu mieux. Jaune, on commence à être pas mal. Et vert, on est très bien. Il n'y a pas beaucoup de pays verts, hein. C'est les pays où ils mangent beaucoup de poissons. En Europe, on a quelques pays scandinaves qui sont pas mal. Et en France, on serait en orange, sachant qu'on n'a pas de, il n'y avait pas eu de- d'études qui avaient été faites dans une population générale. C'était toujours des populations particulières dans le cadre d'essais cliniques, etc. Donc on n'est pas terrible finalement, 5,6. Quand le seuil protecteur est à 7, on n'est pas extrêmement bien. Pour vous donner une idée, on a une chance aussi, c'est que dans ce département d'Ille-et-Vilaine, il y a plusieurs études cliniques qui courent et qui sont contemporaines. Et on peut comparer ces résultats ce résultat de 5,6 à ce qu'on a eu ailleurs. Alors, l'étude clinique fondatrice de Bleu Blanc Cœur, c'était en 1999. On l'a publié en 2002. Et à ce moment-là, à la baseline, quand on a recruté les gens, on était à 5,2. Aujourd'hui, on est à 5,65. Bon, on est en Ille-et-Vilaine, c'est quand même les terres de Bleu Blanc Cœur, mais il y a aussi l'arrivée de l'huile de colza, la baisse de l'huile de tournesol, qui font qu'on a gagné un demi-point en 25 ans. Donc encore 2 siècles, un siècle ou deux, et puis on sera bien. Donc ça va doucement. Une étude qui est en cours avec Bleu Blanc Cœur et le CHU dans les EHPAD d'Ille-et-Vilaine. On a publié la baseline l'an dernier. Dans les EHPAD d'Ille-et-Vilaine, 315 volontaires, 89 ans à l'inclusion, 4,1. C'est vraiment pas beaucoup. Là, on est vraiment dans une population qui n'est pas bien traitée sur le plan nutritionnel. Et on a une autre étude qui est terminée maintenant, mais qui était dans les mêmes années avec le CHU et Bleu Blanc Cœur à l'hôpital, au CHU de Rennes, avec des femmes enceintes et puis allaitantes. Et là, vous voyez qu'on était à 5,4 à l'inclusion. Et les mamans Bleu Blanc Cœur, 21 jours après la naissance, mais qui avaient reçu un menu Bleu Blanc Cœur pendant une centaine de jours, on était à 6,1. Et puis on avait publié en 2021 une étude dans une population de mangeurs Bleu Blanc Cœur, c'est pas une population générale. On ne savait pas, les gens disaient qu'ils mangeaient Bleu Blanc Cœur, il y en a qui mangeaient que ça, des stricts observants, et puis il y en a qui mangeaient peut-être une cuisse de poulet Bleu Blanc Cœur tous les 15 jours. Enfin, il y avait tout, mais la moyenne était à 7,1, ce qui est 7,2, ce qui commence à rentrer dans une zone verte. Donc on peut faire des choses par l'alimentation, il faut du temps, il faut mettre ça en place, mais il y a des choses qui peuvent être améliorables. Si on se compare aux pays, à d'autres pays, moi j'ai mis le 5-6 par rapport à des données qu'on a. Alors il y a pas mal d'études à Toulon, Lorient, La Rochelle, sont d'une étude qui s'appelle Calypso, qui ciblait les ports de pêche où les gens sont censés manger beaucoup de poissons. Bon, peut-être qu'ils mangent beaucoup de poissons, mais ça ne se voit pas vraiment dans l'oméga index, sauf à La Rochelle, mais pas trop à Toulon quand même. À Lorient, 3,2, c'est pas beaucoup, mais c'était des volontaires obèses. Et logiquement, ils ont un oméga index plus faible que les autres. Donc en France, on est entre 3 et 5, quelque chose. Quant au Japon et en Corée, ils sont dans des populations générales à 10 et 12. Et quand vous comparez, je l'ai mis exprès, les seniors coréens en EHPAD, ils sont à 11,8, quand nous, on est à 4,1. Les taux de mortalité au moment du Covid en Corée du Sud et en France, il n'y a peut-être pas que ça, mais on peut penser que c'est une des variables explicatives de la bonne résistance des seniors coréens au Covid. Voilà. Alors, comment ça se répartit au sein de la population? Alors, c'est des résultats préliminaires, hein. On va continuer à travailler ça, mais c'est assez intéressant. La valeur est inquiétant parce que la valeur de l'oméga index, alors, on n'a pas stratifié encore, je n'ai pas ceux qui ont 20 ans, 30 ans, etc. J'ai juste moins de 50 ans et plus de 50 ans. Mais moins de 50 ans, l'oméga index il est de 5,5. Quand il est à 6, c'est les gens qui ont plus de 50 ans. Les consommateurs réguliers d'alcool ont un taux d'oméga 3 dans le sang plus bas, les fumeurs aussi.
Et globalement, on voit apparaître sans doute une population à risque, ou en tout cas les moins de 50 ans hébergent une population à risque. Il y a plus de fumeurs chez les moins de 50 ans, il y a plus de consommation d'alcool, il y a plus de sédentarité dans les questionnaires, il y a moins d'activité physique, il y a moins de vitamine D, c'est-à-dire que les vitamines qui se fabriquent au soleil, hein. Donc c'est inquiétant. On peut raisonnablement voir un petit motif d'inquiétude en se disant, ces gens-là, ces jeunes-là, quand ils auront 10, 15 ans, 20 ans de plus, ça va quand même être des candidats aux maladies de civilisation. Ils ne sont pas bien préparés à un bon vieillissement, pour plein de raisons. Donc, on ne s'attendait pas à ça. C'est intéressant. Après, on a corrélé euh, au questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vous montrerai pas tout, hein, parce que cette étude, elle est riche. Mais par rapport à expliquer Philippe Legrand dans ses premières diapos sur les oméga 3 constitutifs du cerveau, les tests sur les souris, les rats, etc., on a trouvé une corrélation, des corrélations assez fortes. Euh, D'abord avec l'addiction, c'est-à-dire la consommation d'alcool et consommation de tabac. La corrélation est négative et significative. C'est-à-dire que plus il y a d'oméga 3 dans le sang, moins il y a d'addiction à l'alcool et au tabac. Alors, est-ce qu'ils ont moins d'oméga 3 parce qu'ils picolent et qu'ils fument, ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une corrélation. C'est qu'une corrélation. Et les questionnaires normés, il y a une corrélation négative avec l'anxiété. Euh, Plus tu as d'ALA, d'alpha-linolénique, oméga 3 dans le sang, et moins il y a de critères d'anxiété. Et plus il y en a, et mieux c'est sur les questionnaires de santé mentale et de relations sociales et de mental composite qui reprend un peu tout. Donc, est-ce que c'est un hasard statistique? Est-ce que c'est indicateur d'un mode de vie? On peut tout à fait se dire, bon, bah, les gens qui fument, les gens qui boivent, les gens qui sautent des repas, qui ont des troubles de comportement alimentaire, ils font pas trop gaffe à ce qu'ils mangent et du coup, ils ont un oméga index bas. On peut aussi se dire que peut-être que, notamment sur l'addiction, on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence, mais c'est lié. Donc, on ne sait pas trancher aujourd'hui. Je vais juste rappeler, parce qu'il est intervenu 2 fois, c'est notre 12e ou 13e congrès One Health, et on a fait intervenir 2 fois le professeur Iboln, qui est neuropsychiatre, et qui était le père de la neuropsychiatrie nutritionnelle, qui a une formule très drôle. Il dit: Nutrition doesn't stop at the neck. La nutrition, ça ne s'arrête pas au cou. On connaît l'effet de la nutrition sur les reins, le cœur, les poumons, etc., le foie. Pourquoi ça ne jouerait pas sur le cerveau? Parce que le cerveau, il est composé, on l'a vu, de nutriments, dont ces fameux acides gras polyinsaturés. Et, et sa présentation, c'était ça. Il a beaucoup travaillé sur l'addiction. Il nous a présenté une étude, je pense que ça doit déjà faire une dizaine d'années, qu'il avait fait sur les liens entre addiction et puis une nutrition. Il a beaucoup publié. Alors ça, c'est pas des stats, c'est pas des corrélations, comme je viens de vous en présenter. C'est des études cliniques. Il a notamment travaillé dans des prisons, dans des quartiers de haute sécurité, où il donnait des oméga 3 aux prisonniers et il réduisait de façon significative le nombre de gestes d'agression, de comportements à risque, etc. Et il a défini ce qu'il appelle un brain food scale, une échelle de nutriments du cerveau, en disant, chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on trouve des carences en vitamine B12, en acides gras oméga 3 et en fer. Et donc, il nous a présenté aussi son étude sur l'addiction. Et alors, encore une fois, c'est pas, je me permets de le mettre parce que c'est pas il y a nos stats. Nous, on ne peut rien dire, c'est juste des stats, des corrélations. Mais lui, il a fait des vraies études cliniques, il a vraiment démontré, et notamment sur la dépression, il n'y a aucun doute, large effect, et ça date d'il y a 10 ans. Il y a d'ailleurs beaucoup de données qui sont tombées depuis sur les comportements agressifs et sur l'addiction, l'alcool, etc. Il y a vraiment des effets des oméga 3. Et du coup, on regarde l'étude que je vous présentais avec encore un peu plus d'inquiétude, parce que Philippe parlait de l'œuf et de la poule à propos de l'oxydation et de l'inflammation. Mais là, sur ces connaissances-là, ces données-là, on peut se poser des questions raisonnablement sur il est temps de faire quelque chose, en gros. Alors, il explique ça, hein, je ne vous le commente pas, mais il explique ce lien oméga 3 addiction avec des mécanismes un peu compliqués à disposition, si vous voulez. Et je conclurai qu'un propos conclusif simple pour dire que cette étude, elle est complètement en phase avec nos axes de recherche.
Je suis content d'intervenir après Philippe qui a donné le cadre en président du conseil scientifique de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire c'est de la prévention. Les oméga 3, ce n'est pas des médicaments. La vitamine B12, ce n'est pas un médicament. Les antioxydants, ce n'est pas des médicaments. Mais on participe à une nutrition riche, dense, via la chaîne alimentaire qui permet de prévenir ces maladies de civilisation qui vont donc du dépression à l'obésité. On peut rajouter le diabète, l'addiction, tout ce que vous voulez, où il y a des causes profondes qui tiennent à notre alimentation, ou plutôt au déséquilibre de notre alimentation. Donc c'est intéressant pour ça. Cette valeur de l'oméga index en Ille-et-Vilaine, elle est certes en hausse, mais elle reste faible et préoccupante, surtout dans des populations particulières. Les personnes âgées en EHPAD avec un oméga index à 4,1, c'est quand même embêtant. Et puis ça, on verra en allant plus loin dans les résultats de l'étude. Mais en tout cas, des populations plutôt d'hommes jeunes avec des comportements addictifs, c'est embêtant. Ces comportements, ils sont corrélés à un taux d'oméga 3 sanguin très bas. On a calculé aussi des corrélations positives. Je vais pas montrer, j'ai dû sauter une diapo. On a regardé la résistance à l'oxydation avec des tests. Tiens, j'ai zappé la diapo. Ah, elle a été trop vite. Excusez-moi. Je referai la conclusion après. C'est comme dans les films, j'ai commencé par la fin. Par rapport à ce que disait Philippe et à notre intérêt pour les mécanismes du lien entre les mécanismes d'inflammation et d'oxydation, on a regardé avec des tests qui s'appellent FRAP. On en parlera tout à l'heure à propos de ce que fait Ludovic sur les tomates et les légumes, mais on a mesuré la capacité à résister à l'oxydation dans le sang des volontaires, avec 2 tests, FRAP et KRL. KRL, ça veut dire, je ne me rappelle plus, radicaux libres, kit radicaux libres, voilà, c'est aussi bête. C'est aussi de la résistance à l'oxydation avec le démarrage de l'hémolyse, du temps où le sang commence vraiment à s'oxyder. Et bizarrement, on a trouvé mais peut-être en lien avec ce que Philippe a présenté tout à l'heure, ça c'est des résultats hyper préliminaires, mais on a trouvé quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que plus il y avait d'oméga 3, pour certains acides gras, meilleure était la résistance à l'oxydation, ce qui plaiderait, avec un grand conditionnel, ce qui plaiderait pour un lien entre ces 2 mécanismes, inflammation et oxydation, comme il a été démontré tout à l'heure de façon brillante. Oups, je préviens le suivant, la zapette est capricieuse. Je vais la poser. Donc, la dernière ligne, tu as préparé 30 secondes. Oh, mais j'en avais besoin que de 15. J'étais à la dernière ligne de la dernière slide. Je vais en prendre 30. On va dire que la vraie question, après ce qu'a présenté Philippe et ce que j'ai présenté moi, je pense que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut remonter le niveau d'oméga index dans des populations à oméga index. Et pour une question aussi importante, il fallait un intervenant important que je suis ravi d'accueillir. Oui, donc du coup, très rapidement, et puis pour atterrir par rapport à cette première session et de façon plus, je dirais, simple, du coup, on a vu tout l'intérêt de ces mécanismes inflammation, oxydation, et puis les résultats de l'étude de cohorte qui montrent que, effectivement, dans la population générale, on a besoin de restaurer une qualité nutritionnelle en oméga 3. Et donc, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu comment, au niveau de la démarche Bleu-Blanc-Cœur, on avait pu construire un modèle qui participe à améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation des Français. Hop là. Donc, effectivement, Philippe, je vais aller rapidement, mais Philippe a rappelé que sur les oméga 6 aujourd'hui, du coup, il y avait eu des travaux de fait depuis 25 ans où la consommation d'oméga 6 était devenue raisonnable par rapport aux besoins définis par les apports nutritionnels conseillés pour la population française, mais qu'il existait encore une sous-consommation d'oméga 3 d'à peu près la moitié dans la population générale. Ces oméga 3 étant importants puisque en compétition avec les oméga 6 dans l'organisme et régulant l'inflammation, comme Philippe l'a dit. Et donc, l'esprit des cahiers des charges Bleu-Blanc-Cœur, c'est de se dire sur les produits animaux, en travaillant l'alimentation des animaux, on peut restaurer une qualité nutritionnelle et notamment améliorer ce rapport oméga 6, oméga 4, qu'en moyenne, on voit de 15 dans les produits animaux conventionnels et dans l'esprit des cahiers des charges Bleu-Blanc-Cœur, l'idée d'arriver à 4 de ratio.
Au-delà des oméga-6 et des oméga-3, donc effectivement, on apporte plus d'oméga-3, 2 à 3 fois plus dans les produits bleu blanc cœur en lien avec les modes de production. Et puis il y a aussi, de façon plus globale et matricielle, on améliore un certain nombre d'autres équilibres. Et pour en citer un, le rapport acide palmitique sur oméga-3, donc le principal acide gras saturé sur les oméga-3. Et donc on a une amélioration globale du profil lipidique avec la démarche bleu blanc cœur, qui se veut être une démarche qui améliore par les pratiques agricoles. Donc l'idée de Bleu Blanc Cœur, c'est effectivement de remettre de la diversité dans les champs. Ce sera l'objet de nos ateliers et de la conférence de tout à l'heure. De la diversité, d'allonger les rotations, donc d'adopter des pratiques agronomiques vertueuses et donc de mettre en place des cultures d'intérêt nutritionnel en réhabilitant l'herbe, la luzerne, le lin, le lupin, la févrole, des végétaux d'intérêt nutritionnel et de pouvoir les distribuer aux animaux pour améliorer et diversifier leur alimentation. Donc on parle souvent chez Bleu Blanc Cœur qu'on met en place le PNNS des animaux, donc manger varié, diversifié, équilibré et apporter des nutriments d'intérêt. Alors ce qui nous importe chez Bleu Blanc Cœur, comme l'a souligné Philippe, c'est l'obligation de résultat, la mesure. Donc depuis 25 ans, Bleu Blanc Cœur s'est construit sur les lipides et notamment la régulation des mécanismes de l'inflammation. Et puis on ouvre la voie de l'antioxydation avec des nutriments qui peuvent aussi être apportés par la chaîne alimentaire. Et l'idée, in fine, de Bleu Blanc Cœur, c'est effectivement de prouver et de répondre aux besoins nutritionnels. Donc notre base, c'est les apports nutritionnels conseillés. Et donc de pouvoir, par la chaîne alimentaire, restaurer un équilibre nutritionnel dans notre alimentation et en mettant en avant le rôle du producteur, de l'agriculteur et de l'éleveur. Donc la mesure, c'est important. On va y revenir tout à l'heure avec l'intervention de Ludovic, parce que tous les laits peuvent paraître blancs, en tout cas ils sont tous blancs, mais en fonction de leur mode de production, ils peuvent avoir une qualité nutritionnelle distinctive. C'est pour ça que chez Bleu Blanc Cœur, on utilise des analyses nutritionnelles et qu'on a un plan de contrôle basé, chaque année c'est plus de 4000 profils d'acides gras sur les différents produits Bleu Blanc Cœur, et un lait Bleu Blanc Cœur a une qualité nutritionnelle distinctive de tout autre mode de production, et elle se mesure. C'est pareil pour les végétaux. Donc l'idée c'était de travailler sur le modèle tomate et de montrer sur les capacités antioxydantes une mesure, donc une future obligation de résultat pour Bleu Blanc Cœur en lien avec le mode de production. Et donc, est-ce que ça marche ? Effectivement, j'ai pris l'exemple de l'œuf ici. Une poule qui reçoit une alimentation diversifiée, équilibrée, à base dans laquelle on a apporté des sources d'oméga 3 comme le lin explicité ici, va produire un œuf donc, de qualité nutritionnelle supérieure avec plus d'oméga 3, le précurseur, l'acide alpha-linolénique déposé, mais elle va aussi fabriquer des acides gras de type longue chaîne, EPA et DHA, dont on a rappelé l'intérêt pour la santé humaine tout à l'heure. Et ici, on peut souligner que dans le cadre des plans de contrôle Bleu Blanc Cœur, on fait aussi des plans de contrôle sur d'autres types de production d'œufs. Et vous voyez sur les petits diagrammes, un œuf Bleu Blanc Cœur, c'est 3 fois plus d'oméga 3, le précurseur ou le total de la famille, qu'un œuf tout autre mode de production. Donc, c'est nos plans de contrôle analytique faits à l'échelle de Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est intéressant parce que la qualité de l'alimentation de la poule va marquer la composition de l'œuf. On trouve aussi 2 fois plus de DHA, donc c'est intéressant. Ça veut dire que le maillon nutrition animale, l'alimentation de la poule, va permettre d'apporter des œufs qui sont pourvus en DHA. Et puis ces équilibres oméga-6, oméga-3 sont très, très distinctifs parce qu'on passe en dessous de 4 quand on est avec un œuf Bleu Blanc Cœur. Alors pour le porc, c'est la même chose. Dans la démarche Bleu Blanc Cœur, donc à l'échelle, on va dire, de l'animal, le fait de nourrir les animaux avec des sources, donc de varier ou diversifier leur alimentation avec des sources végétales riches en oméga 3, profite déjà au porc en tant que tel. Et ce porc va déposer des oméga 3, alors des oméga 3 précurseurs, donc beaucoup d'ALA pour le porc, mais un petit peu, le porc est capable de convertir en EPA et DPA, donc des acides gras dérivés longue chaîne des oméga 3, pour les déposer dans ces tissus maigres. Et moi j'avais à cœur d'en parler aujourd'hui de la viande de porc parce qu'on nous dit que des fois, faire du Bleu Blanc Cœur sur du jambon, ça n'a pas trop sens. Mais effectivement, si vous nourrissez le porc avec des sources d'oméga 3, ce porc va déposer dans ses tissus, donc notamment ces tissus gras, le précurseur de la famille, donc l'acide alpha-linolénique, ce qui fait que dans les poitrines, les échines, on va trouver ces acides gras qui viennent de l'alimentation des animaux. Et il va aussi déposer dans ces tissus maigres, qui sont constitués, comme je l'ai écrit, d'une proportion un peu plus importante de phospholipides, ces acides gras longue chaîne, un petit peu de PA, un petit peu de DHA, qui sont intéressants également, comme on l'a rappelé tout à l'heure, pour la santé et la nutrition. Donc bien nourrir les animaux, c'est une diversité
de promesses, de bénéfices qui se mesurent et qui sont intéressantes pour diversifier notre alimentation. Donc à l'échelle du menu, dans le cadre d'un programme de recherche qu'on avait mené avec l'INRAE en 2013-2016 qui s'appelle AgriLead, on avait établi des menus équilibrés sur 15 jours où l'idée c'était de substituer les produits animaux conventionnels par des produits animaux bleu blanc cœur. On avait rajouté un peu de farine de lin et une demi-cuillère à café d'huile de colza par jour. Donc ces menus équilibrés, le fait d'avoir implémenté la démarche bleu blanc cœur sur les différents critères oméga 3, EPA, DHA et ou équilibre oméga 6, oméga 3 ou saturé oméga 3, le fait de passer d'un menu standard à un menu bleu blanc cœur améliore dans le verre les différents critères. Donc en fait, on multiplie par 3 la consommation d'oméga 3 dans ces menus bleu blanc cœur. Donc en fait, c'est pas un changement drastique des habitudes alimentaires, c'est effectivement un choix de consommation de produits filière bleu blanc cœur. Et donc, on a des meilleurs équilibres. On met le curseur dans le vert. Et là, pour le coup, c'est l'intérêt aussi d'avoir construit cette filière bleu blanc cœur. Et on améliore de 4% à l'échelle du changement de mode de production l'impact carbone. Et si on adopte un menu encore plus équilibré qui respecte les objectifs du PNNS, on peut passer d'un menu qui pèse 5,42 kg de CO2 par jour à 3,75 quand on est bleu blanc cœur plus PNNS. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir moduler nutrition et environnement. Alors chez l'homme derrière, effectivement ça marche aussi. Pierre l'a rappelé tout à l'heure, le fait dans ces différentes études cliniques que bleu blanc cœur a pu piloter, on a systématiquement par le choix et le vecteur nutrition des animaux bleu blanc cœur, on a systématiquement amélioré les oméga index, que ce soit dans notre étude fondatrice, dans l'étude des volontaires obèses ou sur les mamans, comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure. Donc c'était aussi pour dire, ça fonctionne chez l'animal, ça fonctionne à l'échelle d'un menu, mais ça fonctionne aussi à l'échelle des consommateurs bleu blanc cœur. Et puis cette fameuse cohorte, je trouve qu'il est intéressante de souligner, un mangeur quotidien bleu blanc cœur, c'est 7,1 d'index oméga. Et donc du coup, ça prouve qu'on peut améliorer les différents marqueurs de santé chez l'homme. Et ça, on l'a prouvé parce que depuis 25 ans, on l'a rappelé tout à l'heure, Bleu Blanc Cœur fête ses 25 ans. Notre démarche, elle a des fondamentaux scientifiques importants. Elle s'est construite sur des études cliniques, sur des études mécanistiques ou des études zootechniques. Donc, il y a plus de 400 publications aujourd'hui. Il nous tient à cœur aussi de démontrer ou de faire des études sociologiques pour expliquer tout l'intérêt de la filière bleu blanc cœur et que ce soit acceptable pour le consommateur. On ne va pas lui parler d'enrichissement, on va lui parler d'approche globale. Et donc derrière, je ne sais pas si vous l'aviez en tête, mais j'ai voulu le rappeler de façon rapide. Bleu blanc cœur, c'est plus de 25 ans de travaux scientifiques, 6 études cliniques. La première, j'ai dû passer. La première en 1999, donc une étude de biodisponibilité. L'idée, c'était de substituer des produits animaux conventionnels par des produits animaux bleu blanc cœur. Et à chaque fois, on démontre dans le produit, mais aussi dans le menu des consommateurs et dans le sérum ou dans les hémacides, c'est volontaire, une amélioration significative des apports. On retrouve les oméga 3 qu'on met dans l'alimentation des animaux, on les retrouve dans le sérum et les hémacides des volontaires et de façon significative. Puis ensuite, dans nos travaux de recherche, effectivement, on a pu aussi montrer que cette biodisponibilité améliorait certains marqueurs de santé. Donc, en 2006, une étude sur des patients diabétiques de type 2, où on avait pu mesurer une amélioration de l'insulinorésistance quand les produits étaient bleu blanc cœur versus des produits conventionnels. Oh là là, oui, effectivement, ça va vite. Une étude sur des patients obèses, on l'a rappelé tout à l'heure avec l'index oméga qui s'améliore, même s'il est très bas sur nos volontaires obèses, il s'améliore. Et on avait pu mesurer et publier qu'il y avait une maîtrise supérieure quand on consomme bleu blanc cœur de la gestion du poids, donc une perte de poids à la fin de l'étude qui était rémanente a posteriori. Donc, je sais pas, Bernard, quand tu l'expliques, tu dis qu'il y a une sorte de physiologie qui s'est remise dans le bon sens en fait chez ces consommateurs, donc des effets positifs de la qualité de l'alimentation. L'étude allaitement, qui est aussi pour nous une étude très importante, on a pu marquer dans le lait des mamans bleu blanc cœur, une teneur augmentée très significativement en oméga 3. Donc on est ce qu'on mange et on le démontre. Et puis l'étude sur les seniors en EHPAD qui va bientôt se terminer, où on part de loin et on se dit que le modèle bleu blanc cœur dans la restauration collective en EHPAD doit faire sens pour trouver plaisir et nutrition dans les EHPAD.
Alors du coup, voilà, cette session-là, on voulait vous présenter la démarche Bleu Blanc Cœur, qui était finalement une démarche de vectorisation, donc d'apport par le maillon végétal puis animal d'oméga 3 dans notre alimentation quotidienne, donc sans forcément changer ses habitudes alimentaires. On est, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des enjeux de prévention passive, de se dire que c'est parce qu'on aura travaillé très en amont les chaînes alimentaires, la qualité, la diversité de l'alimentation des animaux, qu'on aura réintégré ces sources végétales riches en oméga 3 dans leur alimentation, qu'on aura pu mesurer, voilà, à tous les stades de la vie, chez le consommateur, une amélioration du statut nutritionnel en oméga 3 qui concourt à répondre aux objectifs des ANC sur les oméga 3. Et ça nous tient à cœur de travailler dès la petite enfance, mais aussi dans les EHPAD. Je vous ai mis quelques photos de ce qui est fait par l'équipe Bleu Blanc Cœur, parce que au-delà de la science, l'idée c'est que cette science se concrétise sur le terrain. Donc Bleu Blanc Cœur met en place des menus dans les crèches, dans les cantines scolaires, dans les crous comme vous voyez ici, mais aussi dans les EHPAD. Et les EHPAD vont même visiter les fermes comme celle de Jean-Pierre, parce que c'est une histoire scientifique, mais qui aboutit par une réalité terrain et pragmatique. Et finalement, cette démarche Bleu Blanc Cœur, c'est aussi une démarche de matrice alimentaire, parce qu'on ne fait pas qu'enrichir les produits en oméga 3. La teneur graisse saturée s'améliore également. Il y a un certain nombre d'équilibres. On a coutume de dire qu'un beurre, c'est 400 acides gras. Quand la vache consomme, selon la recommandation Bleu Blanc Cœur, c'est 200 des acides gras dont la quantité est modulée positivement. Et derrière, il y a des effets collatéraux positifs qui permettent de ne pas être qu'une démarche scientifique ou d'enrichissement en oméga 3. Un produit Bleu Blanc Cœur, c'est aussi plus de goût et de plaisir. Les lipides modulent le goût, la texture, la tendreté, la saveur. C'est aussi mieux pour la santé des animaux, c'est aussi pertinent, et on va le voir dans la session d'après, pour la santé des sols, pour des vertus agronomiques. Et puis, il y a des performances carbone, comme j'ai pu l'évoquer, associées. Et l'idée, c'est aussi de valoriser le travail des agriculteurs et des éleveurs français et le reconnecter avec des besoins des consommateurs. Donc ça, c'est l'histoire de Bleu Blanc Cœur. Et merci beaucoup pour votre attention. Je vais en rester là, je pense.